Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Tour TV. Nous recevons pour vous aujourd'hui une personnalité qui n'est plus à présenter. Il s'appelle Athanase Boudot, vice-président chargé des relations extérieures et du panafricanisme de l'UNIR MPS. Il est le secrétaire général du Front patriotique, ancien député, ancien ambassadeur du Burkina Faso au Canada. C'est un homme politique suffisamment trempé que nous recevons pour vous à cette émission Monde politique. Bonjour et bienvenue, M. Boudot. Oui, bonjour, M. Bougouma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous allons commencer cette émission par faire pédagogie pour l'apprentissage avec le milieu diplomatique. Vous êtes un financier, mais vous avez été envoyé au Canada en mission comme ambassadeur. Alors, un financier dans la peau de l'ambassadeur, quelles ont été les premières leçons apprises quand vous êtes arrivé pour officier comme ambassadeur du Burkina Faso au Canada? Alors, leçons apprises, beaucoup de leçons apprises, c'est comme un chef d'État qui prend la conduite d'un pays. Donc, du coup, il est confronté aux réalités du terrain. Je pense que c'est dans ce cadre-là que je peux dire que j'ai été confronté aux réalités du terrain. Et donc, avec les orientations, mais également avec l'encadrement, également la collaboration des agents. Et je crois qu'on a pu rapidement appris, parce que c'est quand même une fonction que j'ai occupée, mais surtout que cette fonction existait entre le Burkina et le Canada depuis près d'une soixantaine d'années. Donc ça a été la continuité. Mais peut-être que l'apprentissage aussi a été plus facilité à partir du moment où je suis économiste, planificateur, je suis financier et je suis politique. Alors que le poste d'un ambassadeur, le poste d'ambassadeur est un poste politique par excellence, à partir du moment où vous êtes le représentant attitré du chef de l'État au niveau du poste. Donc à ce niveau, je pense que ce n'est pas la technicité de diplomate qu'on cherche ici, mais c'est l'habileté et la connaissance des dossiers pour pouvoir les conduire sous la conduite, bien sûr, du chef de l'État. Oui, effectivement, vous êtes le représentant du chef de l'État accrédité là-bas. Est-ce qu'en termes de mouvement, en termes de liberté, vous étiez aussi libre que ça dans vos mouvements? Oui, je peux dire quand même que j'étais très libre parce que pour ceux qui connaissent le président Roch, c'était quelqu'un qui ne mettait pas trop la pression sur ses représentants, mais surtout les permettait d'innover, de pouvoir libérer leur propre génie créateur et en fonction des réalités du milieu, et pouvoir appliquer ses priorités. Ce qui veut dire qu'avant de partir, j'ai échangé longuement avec lui pour saisir ses priorités. C'est sur la base de ces priorités que quand je suis arrivé, j'ai pu mettre en œuvre ces orientations-là, bien sûr en utilisant un certain nombre d'outils, parce que quand je suis arrivé très rapidement, j'ai réuni les collègues et nous avons bâti un plan d'action de 3 ans. Je vous ai dit tantôt que je suis un économiste planificateur. Donc c'est sur la base de ce plan d'action que nous avons décliné un certain nombre d'axes qui vont du renforcement de la coopération bilatérale à la défense des intérêts des Burkinabés qui y sont, et bien sûr la question culturelle et bien d'autres questions. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu le faire et ça nous a permis de suivre nos activités chaque année. Et bien sûr sous l'œil du chef de l'État, bien sûr. D'accord, vous avez parlé d'innovation, c'est ça aussi. En termes de créativité, s'il y a à retenir dans votre action là-bas, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, bien sûr, déjà le plan d'action qui est un outil assez important parce que je me rappelle très bien que quand on a élaboré le plan d'action, j'ai fait tirer ça, le plan d'action, et j'ai envoyé ça sous plus fermé au niveau de la centrale, au niveau du ministère des Affaires étrangères, et j'ai également fait copie à l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Naturellement aussi, j'ai communiqué ça avec Affaires mondiales Canada, les affaires étrangères au niveau du Canada. Oui. Bon, il me semble, avec ce qui me revenait, que les gens se sont posé beaucoup de questions. Mais pourquoi on va parler des dossiers ou du reste des activités de l'ambassade à un partenaire, ainsi de suite. Bon, les gens n'avaient pas beaucoup compris. Mais il faut applaudir vraiment la tactique ou du reste le tact que l'ancien secrétaire général en son temps a eu
Parce qu'il me connaissait, il savait que je suis un homme politique et puis je suis planificateur. Il dit que si j'ai eu à faire ça, parce que c'était la première fois. Ah, c'était une première. C'était une première. Okay. Donc il s'est dit que si j'ai eu à faire ça, c'est que j'ai des raisons. Et il m'a appelé au téléphone pour dire qu'ils ont eu le plan d'action qui est venu, ils ont vraiment applaudi ça, mais nous on l'a dit d'envoyer copie au niveau de l'ambassade. Est-ce que je ne pense pas que ça soit maladroit? J'ai dit non. Quand ils regardent, ce n'est pas un programme d'activité, mais c'est un plan d'action. Et le plan d'action, dans la conception du plan d'action, c'est un document de plaidoyer. Et vous ne pouvez pas travailler dans une perspective diplomatique avec un partenaire qui ne sait pas vos intentions. Donc le plan d'action, en faisant ça, ça donne les grandes lignes de vos priorités et ça permet à nos partenaires de pouvoir savoir là où nous partons. Et là, ça peut en tout cas faciliter les échanges quand nous aurons les occasions de le faire. Ah, il a dit que oui, il avait compris ça comme ça. Bon, donc, ils ont fait envoyer. Et je suis arrivé à Ouagadougou à une mission et je suis passé pour dire bonjour à mon collègue ambassadeur du Canada au Burkina, l'ambassadeur Ouega. Et il m'a appelé, il dit que quand ils ont reçu le plan d'action, ils étaient émerveillés et il a organisé une session spéciale pour regarder, parce que c'était la première fois, ils étaient vraiment très contents. Ils ont communiqué directement au siège. Je crois que c'est quand même quelque chose qui a marqué quand même notre passage là-bas et c'est devenu une tradition parce que par la suite, on a fait un deuxième plan d'action. Bon, au-delà de ça, on a fait des activités. Bien sûr, ce n'est pas le document le plus important, mais c'est les réalisations. Ouais. Vous avez certainement suivi que durant mon séjour, pour la première fois, le chef d'État, je dis bien le chef d'État du Canada, a pu faire le déplacement au Burkina Faso. Dans la vie d'un diplomate, quand vous êtes dans un État accréditaire et que le premier représentant de ce pays vient dans votre pays, ça fait partie de votre actif. Parce que c'est vraiment le summum. C'était pas arrivé? Non, ce n'était jamais arrivé. Un chef d'État canadien de ce genre n'était pas arrivé. La gouverneure générale du Canada, et vous savez, le Canada est sous la couronne britannique. Oui, c'est une monarchie constitutionnelle. Oui. Le chef d'État canadien, en fait, c'est le roi d'Angleterre et qui délègue ça à un gouverneur général ou à une gouverneure générale et qui gouverne au Canada, qui est en même temps le chef suprême de l'armée canadienne et qui a des prérogatives constitutionnelles de pouvoir dissoudre l'Assemblée, pouvoir former un gouvernement, même si ce sont des leviers qu'ils n'utilisent pas, parce qu'ils l'ont utilisé déjà vers la fin du 19e siècle seulement, qu'il a actionné, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée, mais c'est lui qui est le commandant, et c'est ce gouverneur qui reçoit les lettres de créance. Ça veut dire déjà, si vous ne partez pas, si vous partez et puis vous ne présentez pas vos lettres de créance au Premier ministre et que c'est à quelqu'un d'autre, donc c'est ce dernier qui a le pouvoir réel du pouvoir. Donc c'est pour la première fois que le gouverneur, c'était une dame, la gouverneure générale du Canada, venait d'abord en Afrique et plus particulièrement au Burkina. Et au Burkina, il a fait 4 jours. Il a fait 2 jours en Côte d'Ivoire, non, 1 jour et en Côte d'Ivoire, 2 jours au Nigeria, mais 4 jours au Burkina. C'était spécialement le Burkina que la mission était destinée. Donc je pense que ça, déjà, du point de vue du rapprochement entre les deux pays et du point de vue diplomatique, ça a été un acquis. Du point de vue économique, parce que là aussi c'est un axe majeur du plan d'action, vous avez certainement suivi, parce que la presse locale en a suffisamment relayé, et quand on est arrivé, on a organisé et pour la première fois le forum économique. Et ce forum économique, au-delà de ce que ça a pu faire, rapprocher, donner confiance aux partenaires canadiens et aux burkinabés, parce que c'est des burkinabés qui sont venus là-bas, et il y a eu des B2B. Et ça a été l'un des forums économiques organisés par les pays d'Afrique subsaharienne au Canada. Et ça c'est connu puisque les documents sont là. Et par la suite, on a organisé 3 autres forums économiques sous la présidence du Premier ministre burkinabé, avec bien sûr la mise en œuvre de l'ambassade. Et en tout cas, ça a permis, malgré le contexte qui s'y prêtait en son temps, le contexte sécuritaire, mais également avec la Covid qui est venue, on a même organisé pendant la Covid un forum économique virtuel. Et donc, je pense que les forums économiques aussi ont été quand même assez intéressants. Et enfin, également, on a organisé la foire de la culture burkinabé qui a permis les petites entreprises
les petites et moyennes entreprises burkinabées, ceux qui sont un peu dans l'informel, de se déplacer au Canada et qui ont noué des contacts également. Parce qu'avant de partir, je me suis fait une philosophie au-delà de l'orientation du chef de l'État qui était surtout sur l'agriculture et l'énergie. Ouais. Ça, je le précise en passant. Je me suis dit que le Burkina ne produit pas seulement que de l'or, parce que les gros investissements canadiens, c'est seulement dans l'or, alors qu'il fallait travailler à diversifier les produits d'exportation du Burkina vers le Canada. Pas seulement l'or, mais il y a le coton, il y a le sésame qui part surtout en Chine et ainsi de suite. Donc, en tout cas, c'était ça. Mais également, amener beaucoup d'opérateurs économiques canadiens à connaître le terrain burkinabé. Donc, voilà un peu un certain nombre d'acquis que je peux relever. Et pour pouvoir le faire, j'ai mis en place des bases de données qu'on appelle des banques de données économiques et qui permet à un Canadien, même vous n'avez pas besoin de venir au Burkina si vous êtes au Canada. Et comme c'est dans le virtuel, vous tapez seulement le secteur que vous voulez et vous avez les liens qui vous amènent. Si c'est le domaine de la culture, le domaine des mines, et ainsi de suite, il y a toutes les données de la chambre économique et puis des données du gouvernement que nous avons agrégées là-bas. Et ça permet véritablement de vendre le Burkina au Canada. D'accord. Monde politique avec Athanase Boudot. Je rappelle qu'il est vice-président de l'UNIR MPS en charge des relations extérieures et du panafricanisme. Il a été également ancien député, ancien ambassadeur du Burkina Faso au Canada, secrétaire général du Front patriotique. Alors, effectivement, après avoir fait tout ça, les uns les autres également disent que quand vous êtes un corps, excusez-moi, étranger au niveau des diplomates, vous êtes un financier, si vous n'êtes pas diplomate de formation, vous êtes issu d'un autre corps, parfois il y a une difficulté ou des difficultés de collaboration. Est-ce que vous l'avez vécu avec les diplomates bons ceux qui sont sortis des écoles diplomatiques? Je vais, avant de répondre à la question, relativiser, oui, parce que ça c'est un peu partout au Burkina Faso que je connais bien. Le corporatisme souvent est là et puis bon, chacun veut défendre sa chapelle. Voilà. Mais souvent avec la pratique, les gens finissent par s'accepter et comprendre que en fait c'est les intérêts du pays qui sont au-dessus. Sinon naturellement il y a souvent des petits détails qu'on ne souhaite pas rentrer parce que quand vous posez des questions aux aînés et ainsi de suite au niveau des affaires étrangères, ce n'est pas toujours évident qu'il soit toujours accepté et donc ça c'est une réalité. D'accord. Alors, mais est-ce que les ambassadeurs négocient pour les entreprises de leur pays d'origine? Est-ce que vous êtes arrivé de négocier pour les entreprises burkinabées ou bien il est arrivé que les Canadiens viennent vous voir pour faciliter des investissements au Burkina? Bien sûr que je vous disais tantôt que la première forme de négociation, c'est ce que nous avons fait en organisant le forum économique. Le forum économique, c'est un marché qui met en lien les opérateurs économiques burkinabés et les opérateurs économiques canadiens et ça permet à ces opérateurs économiques canadiens de connaître l'environnement burkinabé et ça permet aux Burkinabés également aussi de pouvoir lier parce qu'on a même organisé des chambres de B2B. Voilà, donc avant de venir, il y a un partage d'informations, il y a le réseautage, il y a tout un ensemble. Donc ça c'est déjà une forme technique et de négociation. Mais au-delà de ça, nous avons fait des déplacements à l'intérieur du Canada. On est parti, par exemple, au niveau de l'Alberta. L'Alberta, c'était l'État même le plus riche du Canada. Vous savez que le Canada, c'est un pays, un État fédéral. Oui. Et un État comme Edmonton, comme à l'Alberta, la capitale c'est Edmonton, c'est vraiment l'économie du Canada à travers l'agriculture, l'or et même le pétrole. Et vous savez, pratiquement 3,7% de la viande qui quitte l'Amérique du Nord pour aller en Europe, ça vient de l'Alberta. Ah oui. Donc ça veut dire que c'est quand même une zone assez importante. Mais comme c'est un pays francophone, le Burkina, c'est des gens qui ne connaissent pas trop le Burkina. Donc on est allé là-bas
On a présenté le tissu économique burkinabé, comment ça se présente, et ça a été l'occasion également de pouvoir organiser le 12e forum avec l'État de l'Alberta. Et ça, c'était le Premier ministre, son Excellence Christophe Dabiri, même qui a présidé, même si c'était en virtuel, et ça permet en tout cas de partager des dossiers. Donc, tous les jours que Dieu fait, il faut aller ce qu'on appelle la diplomatie de développement. Et dans la diplomatie de développement, la question spécifique, ça c'est la diplomatie économique, où l'ambassadeur doit pouvoir vendre son pays aux économistes là-bas, ceux qui sont dans le domaine économique, dans le domaine des investissements, et vice-versa, et travailler à mettre ces gens aussi en lien. Et à chaque fois aussi, on reçoit, de par le travail qui se fait, il y a d'autres qui sont intéressés, qui dans le net, qui ont des informations sur le Burkina et qui viennent au niveau de l'ambassade. Et l'ambassadeur est le facilitateur. Donc, on a vraiment joué notre rôle, toute modestie gardée, de diplomate et de développement. Et la question spécifique pour l'économie, ça c'est diplomatie économique, au-delà de la diplomatie de représentation. Diplomatie de représentation, vous êtes là, c'est les rencontres officielles avec les autorités, et puis vous faites tout pour, avec les notes verbales, avec les convocations et ainsi de suite. Ça c'est vraiment représenter le drapeau burkinabé. Ça c'est la diplomatie de représentation. Mais la diplomatie économique, plus généralement la diplomatie de développement, c'est vous-même qui devrez aller vers la conquête du marché dans le pays où vous êtes. Au-delà de ça, vous savez bien qu'en parlant de diplomatie, la culture est un élément important dans la diplomatie, parce que vous avez vu même dans les pays ici, que ce soit le Japon, ainsi de suite, il y a des centres culturels où il faut montrer la culture, parce que quand on organisait la foire de la culture burkinabé, ça a permis de faire presser des artistes burkinabés, parce qu'on avait même organisé, malheureusement on n'a pas pu réaliser par la suite, l'émission Cocktail. Parce que ça permet aux artistes burkinabés de presser là-bas. Et c'est ça la culture burkinabé. C'est pour cela souvent on dit que les musiciens sont les premiers ambassadeurs ou les ambassadeurs culturels dans un pays. Parce que là, ils apportent la culture, ils permettent de découvrir le pays, et soit dans la littérature, soit dans la musique, dans la danse, ainsi de suite. Et ça, c'est dans le théâtre, tout ça, c'est vraiment très important. Donc, en tout cas, bien sûr, pour répondre à votre question, l'ambassadeur doit pouvoir jouer un rôle actif dans ce sens-là. D'accord. Autrement dit, il sera simplement un ambassadeur de salon d'été. D'accord. Alors, vous avez été ambassadeur, vous avez touché du doigt la réalité de là-bas. Les Canadiens sont plus intéressés par les mines au Burkina. Alors, les Burkinabés sont intéressés par quel secteur d'investissement au Canada? Ou bien il n'y a pas assez d'hommes d'affaires qui s'intéressent au Canada pour faire du business? Non, il faut dire que de façon globale, le marché nord-américain n'est pas encore très bien ancré dans les habitudes de nos pays, notamment en dehors des achats de véhicules. Voilà, en dehors des achats de véhicules. Voilà, effectivement, ça c'est vraiment très prisé. Donc, le travail qu'il faudrait faire, c'est surtout de travailler dans ce sens-là, parce que les gens préfèrent aller en Asie, peut-être en Europe, mais en Amérique du Nord, souvent les gens sont très dubitatifs parce que c'est un milieu qu'ils ne connaissent pas trop. Et donc c'est pour cela qu'il faut plutôt travailler à pouvoir les amener à découvrir. Mais au-delà de ça, cette découverte était en train d'amorcer une bonne dynamique. En témoigne la bonne participation des Burkinabés dans les foires et dans les forums qu'on a organisés. Et quand ils sont venus là-bas, ils ont compris que, bien sûr, c'est un marché qui est là et qui peut être saisi. Imaginez-vous que tout ce qui est épices que nous consommons là-bas, 90% ça vient soit du Maroc, et de l'Algérie et même de la Côte d'Ivoire. Mais le Burkina, non. Donc, au-delà des épices, il y a même d'autres, que ce soit souvent même le lait, et ainsi de suite. Ça vient des pays du Nord, mais pas au Burkina Faso. Les Burkinabés étaient très, très réservés. Ou du reste, en tout cas, c'est un monde qui n'est pas très bien
qui n'était pas très bien connu par le Burkina, mais petit à petit dans ces derniers temps, surtout avec beaucoup d'étudiants qui vont maintenant, parce qu'aujourd'hui, quand on fait le point, vous verrez bien que le flux des Burkinabés qui vont au Canada a vraiment triplé. Et 90% ce sont des étudiants. 90% sont des étudiants. Oui, mais ce sont des pour la étudiants. diaspora burkinabé au Canada, est-ce qu'elle a beaucoup de problèmes, comme c'est des étudiants? Est-ce que 90% sont des étudiants? Non. Ceux qui sont dans quel domaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes au Canada? Parce qu'il y a certains ambassadeurs qui disent « Ah, je suis dans une zone où il y a beaucoup de problèmes ». Non, mais au Canada, il y a moins de problèmes avec la diaspora. Pour la simple raison que les Canadiens sont très prudents dans l'obtention des visas. Ouais, donc ils sont très sélectifs. Voilà, ils sont très sélectifs. Souvent, j'aime à égratigner ceux qui vont à New York. C'est pas comme les Burkinabés à New York où il y a beaucoup qui quittent directement le qui se retrouvent là-bas. Souvent même, ils apprennent l'anglais dans le tas. Mais au Canada, tellement ils sont très sélectifs, ça fait que c'est comme j'ai l'habitude de le dire, hein, les Burkinabés au Canada, c'est comme un luxe pour le Burkina, parce que c'est véritablement des fonctionnaires de haut niveau, surtout dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'informatique. Ils sont nombreux là-bas. Figurez-vous, quand vous tapez dans le net, hein, vous tapez énergie solaire, et professeur Oumarou Sawadro, c'est une sommité du monde en matière de l'énergie solaire. Il enseigne à l'Université de Montréal, un peu partout, ils sont là, et c'est vraiment des professeurs d'université, des ingénieurs, donc c'est vraiment des gens d'un certain niveau. C'est pour cela, dans l'organisation de la diaspora, mon ambition c'était surtout de travailler à faire une fédération des Burkinabés. Et pour pouvoir faire une fédération des Burkinabés du Canada, il fallait les organiser dans les différents États. Et on était à cette étape. Le CSB, délégué CSB, ça c'est juste un délégué qu'on désigne peut-être dans un ou deux. Pour le Canada, c'était un seul délégué CSB. Mais ici, c'est carrément la fédération qu'il fallait le faire. Et on a organisé. Et ça, il y a eu déjà des fédérations dans chaque État. Il fallait maintenant la fédération nationale. Et également pour les étudiants aussi, on est parti dans plusieurs universités pour les amener à le faire. Et la finalité est qu'on a pu créer un groupe de masse critique du Burkinabé qu'on a appelé Faso Expertise du Burkina au Canada. Et là, ils sont une soixantaine. C'est vraiment des gens d'un certain niveau. Et voilà. Et ils ont élaboré un plan d'action sur la base d'analyse et de discussion. Et vous savez, les intellectuels, c'est vraiment des discussions. Ils ont pu faire un plan d'action. On a même écrit au ministère ici, chacun n'a qu'à révéler ses priorités pour qu'en fonction de chacun dans ses compétences, puisse venir appuyer le Burkina. Même dans le domaine de l'éducation, par exemple, les professeurs d'université, et ainsi de suite, ils peuvent même venir ici pour enseigner pendant les vacances gratuitement, c'est leur apport, ainsi de suite. En tout cas, on est dans ce processus-là. Ils sont une soixantaine. D'accord. Madame, Monsieur, vous qui nous suivez, vous êtes à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Sur TV. Et nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Athanase Boudou, précédemment ambassadeur du Burkina Faso au Canada, ancien député à l'Assemblée nationale du Burkina, secrétaire général du Front patriotique et vice-président chargé des relations extérieures et du panafricanisme de l'UNIR MPS. Alors, parlons politique maintenant. De plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent, qui parlent de réorientation de la transition, qui critiquent la transition, qui en tout cas qui apprécient diversement. Le Front patriotique a été clair dans une sortie médiatique à travers effectivement une déclaration. Alors, au niveau du Front patriotique, vous estimez qu'il faut revoir un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui a prévalu à cette sortie? C'est après quoi? Puisque pour le moment on dit de suspendre les activités et tout, mais bon voilà. Pour ceux qui ont suivi, hein, le Front patriotique a été créé depuis le 4 août 2022. Tout à fait. Et ce Front patriotique réunit une cinquantaine de partis politiques et d'associations. Donc c'est un mouvement citoyen. Ils se réunissent autour d'une plateforme. En fait, d'abord, une charte. Donc, c'est une charte qui a fait que ces partis politiques et puis ces associations et bien d'autres ONG ont pu se réunir. Et de cette charte-là, ils ont formulé une vision. Et de cette vision, ils ont fait ce qu'on appelle une plateforme de lutte.
Et c'est en 9 points. Le premier point de notre plateforme est suffisamment clair, c'est arriver à mettre en place une transition pendant déjà avant 2022 déjà. Voilà, donc ça veut dire qu'avant MPSR 2. Donc déjà en son temps, pour nous, il fallait organiser une transition légitime et souveraine. Légitime et souveraine, c'est de saisir la chance que le Burkina offre en matière d'organisation, parce que c'est quand même un pays très bien organisé à travers des fêtières, à travers des légitimités sociales et historiques avérées, bien connues, des gens qui ont des traditions de lutte, notamment les syndicats. Quand on prend rien que les corps, le monde des travailleurs, vous avez l'union d'action syndicale avec un certain nombre d'organisations à l'intérieur, vous avez les corps professionnels à travers les ordres, les ordres des médecins, des pharmaciens, et ainsi de suite. Et aussi d'autres organisations socio-professionnelles comme la chambre d'agriculture et d'autres fêtières comme les coutumiers, les religieux, les partis politiques, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on est là dans un pays où les gens sont déjà bien organisés et qui ont fait leurs preuves. Il faut arriver à organiser une transition qui s'appuie sur ses capacités légitimes pour pouvoir conduire la vie de la transition. Du reste, pour nous, il fallait une transition légitime. Cette légitimité qui doit s'appuyer sur ces souverainetés-là, ça peut arriver qu'on dise que oui, il faut que ce soit un militaire qui soit à la tête ou bien un civil. Mais l'essentiel pour nous, déjà, il faut que ça soit légitime et souveraine, donc qui a une certaine popularité. Bon, malheureusement, quand il y a eu le MPSR 2, il y a eu le coup d'État du 30 septembre qui, déjà les premiers moments, avait déjà sonné le rassemblement parce que le premier jour, il y a eu un coup d'État, on ne sait pas si c'est ceux qui... Il y a eu un couvre-feu, on ne sait pas si c'est ceux qui ont organisé le coup d'État ou c'est les Damiba qui ont fait le couvre-feu. Mais déjà le deuxième jour, ce couvre-feu a été levé pour appeler l'ensemble des forces vives à soutenir. Donc ça veut dire que déjà le deuxième jour, il n'y avait pas de couvre-feu. Ce qui a amené le Front patriotique à produire une déclaration pour demander aux antagonistes d'éviter l'affrontement et d'amener les forces vives de la nation à soutenir ce mouvement naissant pour qu'il n'y ait pas d'affrontement, pour qu'on puisse s'asseoir sur des bases solides, parce que le Burkina a beaucoup à gagner en se mettant ensemble. Et donc, il y a même eu un débat au sein du Front patriotique, parce que pour nous, à partir du moment où le peuple est sorti, vous avez suivi déjà le 2 octobre, comment les gens sont sortis. En tout cas, la foule était immense. Mais pour nous, il y a un courant à l'intérieur du front qui pensait que c'était un coup d'État, mais il y a un courant fort aussi qui disait que non, ce n'était pas un coup d'État, c'était un mouvement populaire, donc c'est comme une insurrection. Donc, à partir de ce moment, il fallait saisir cette opportunité pour effectivement asseoir la chose, mais malheureusement, quand les autres ont eu leur chose, ils l'ont gardé et c'est revenu sur la forme d'un coup d'État, parce que vous avez vu comment les assises ont été organisées, mais au-delà de ça, nous avons écrit ce qu'on appelle un mémorandum et nous avons fait des propositions, pratiquement près de 17 propositions que nous avons eu à faire dans le cadre même de l'organisation et de la conduite de la transition. Donc je vais dire que nous sommes restés constants dans notre ligne. Ce n'est pas que quelque chose, mais à partir du moment où déjà ce premier point de la plateforme qui montre clairement que ce n'est pas une transition inclusive, mais c'est tout à fait normal qu'à chaque fois on puisse rappeler que pour pouvoir gagner la guerre contre le terrorisme, c'est uni et fort, nous avons déjà résolu 50% du problème. Mais lorsqu'on n'est pas uni, on pense qu'il y a un groupe ou bien une certaine élite qui a cette légitimité pour pouvoir conduire les choses. Nous pensons que c'est bien, mais on peut faire mieux. D'accord. Alors, vous avez suivi le Premier ministre, Maître Apollinaire Kilem, donc Jacquimson de Tambela, qui s'est exprimé à travers le discours sur la situation de la nation. Alors, est-ce que ça ne vous satisfait? Parce que c'est venu après votre sortie. Est-ce que sa sortie répond à vos préoccupations? Il faut dire que si c'est vraiment la profondeur de son discours, il y a beaucoup d'éléments positifs. Il y a beaucoup d'éléments positifs
déjà à travers la mobilisation générale. C'est pas arrivé là où nous voulons, parce que pour nous, il faut carrément une guerre généralisée. Mais déjà, il y a un début. Pourquoi je dis cela? Parce que pour nous, quand on parle d'organiser la guerre généralisée, cela veut dire que ce ne sont pas des volontaires pour la défense de la pratique, mais ça doit être des comités au niveau même villageois qui doivent s'organiser. Et les COVED, ça ne répond pas? Non, les COVED, ça ce sont des comités de veille et de développement. Ça, ce sont des outils plutôt qui doivent soutenir le développement. Okay. J'en venais. Ça aussi, c'est très important. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va dans une dynamique de changer le modèle économique. Et ce qui est une très bonne chose aussi. Je vais dire que dans le fond, il y a des insuffisances, mais il y a vraiment des avancées dans ce cadre. Mais on peut avoir de très bonnes idées, mais la manière de les organiser, la manière de pouvoir convoquer toutes les intelligences, la manière de créer la synergie d'action manque, et véritablement votre projet pêche à pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ça le problème. Surtout quand on conduit une telle vision qui a l'adhésion, en tout cas de pas mal de Burkinabés, et qu'on vient dire qu'on n'est pas là pour réunir tout le monde, rassembler les gens, et que c'est dans les monarchies qu'on rassemble les gens, c'est que véritablement ça a été maladroit. À mon sens, je pense que ça a été maladroit. Mais il a dit qu'il ne peut pas rassembler des gens, c'est parce que d'ailleurs on ne s'entend pas qu'il y a des terroristes. Donc. Oui, mais donc il n'a qu'à simplement demander à ce qu'on supprime la charte. Parce que la charte, même au-delà de rassembler, parle même de réconciliation. Parce que la réconciliation va même au-delà du rassemblement. Rassembler déjà, ça veut dire que on n'est pas obligé de s'aimer. On est obligé de se mettre ensemble pour combattre l'ennemi. Mais la charte même va au-delà de pouvoir se réunir pour combattre l'ennemi, pour dire de se réconcilier. Donc vous ne pouvez pas vouloir appliquer la charte et puis dire que vous n'êtes pas là pour rassembler les Burkinabés. Donc je crois que ça a été tout à fait maladroit, ou peut-être on n'a pas la même compréhension des missions de la charte, parce qu'il y a 6 missions qui ont été identifiées au niveau de la charte. Et ces 6 missions montrent clairement qu'il faut forcément que les gens puissent s'unir. Au-delà de ces 6 missions, oui, il y a des valeurs. Et ces valeurs parlent d'inclusion. Donc c'est une obligation. D'accord. Voilà. Qu'on vous aime ou bien qu'on ne vous aime pas, que vous voyez la même direction ou que vous ne voyez pas la même direction, vous êtes obligé d'amener à tout le monde à voir la même direction. C'est dans ce sens qu'il faut travailler. Et c'est une émission qui est produite en langue française, mais je vais emprunter un proverbe Mouara qui dit que donc on est obligé, c'est vraiment une couverture d'épines. Si vous mettez ensemble, ça pique, mais si vous enlevez, vous aurez froid. On est obligé, malgré que ça pique là, de se couvrir avec ça. Avec tact. Ah donc on est des Burkinabés, tout le monde est Burkinabé, et je ne pense pas qu'on puisse enlever d'autres Burkinabés pour dire que c'est ceux-là qui rêvent avec moi, et puis les autres là ne rêvent pas avec moi. C'est quand ils auront leur pouvoir qu'ils vont le faire. Je crois que c'était maladroit. D'accord, vous avez demandé de mettre en place un système de guerre populaire ou de guerre généralisée. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous ne sommes pas dans cette situation avec le recrutement massif des VDP actuellement? C'est de ça que j'étais en train de dire, parce que c'est à l'image de ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme en Algérie. Par exemple, je parlais tantôt des Wali, des Wilaya, comment c'est organisé. Et cela s'appuie sur un fond, une vision idéologique. Ce qui s'est passé également au Vietnam, c'était la même chose. Et tout récemment, ce qui s'est passé au Burkina pendant la Révolution. On parlait de comités de défense de la Révolution. Ça pouvait être des comités de défense, par exemple, de la patrie. Ce qui veut dire que quand ce sont des comités, ce ne sont pas des volontaires qui se lèvent, qui vont quitter peut-être, je ne sais pas, Falangoto pour aller à Banfora, et ainsi de suite, mais ce sont des comités qui ont pris en charge leur défense, et dans ce sens-là, on va directement vers une armée populaire qui est à même de pouvoir défendre les institutions.
Lorsqu'on n'a pas encore compris ça, on pense que ce sont des volontaires qu'on doit appeler comme ça veut dire qu'on n'est pas encore inscrit dans l'institutionnel. Parce que nous partons dans le sens que l'armée burkinabé est une armée élitiste. C'est une armée qui a été à la limite conçue par le colonisateur à ses fins. Vous n'allez pas concevoir quelque chose contre vos intérêts. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à présent, on a des problèmes à pouvoir cerner la chose, bien que la chose soit dans un contexte un peu plus complexe et trouble. Donc, il faut travailler à refonder l'armée burkinabé. Il faut faire ce qu'on appelle une armée populaire. Et c'est une armée populaire qui peut se défendre sérieusement contre. Et l'armée populaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va du militaire au civil, du civil au militaire, et ça doit être sur la base de comités et qui répondent d'un quartier général. Et c'est comme ça, et chacun doit pouvoir jouer son rôle. La dernière fois, j'ai été à Boussé et puis j'étais en train d'intervenir, j'ai dit non. Et à chaque fois, on a toujours pensé que ça doit se passer ailleurs. Mais vous avez déjà vu qu'au Sanguiana, aujourd'hui à Boussé, ici, si on dit qu'il y a une attaque, qui sait comment se réagir? Personne, parce que les gens n'ont pas été éduqués à se défendre. Même quelqu'un qui est blessé, comment le secourir? Parce que dans la guerre, il y a ce qu'on appelle le secourisme. Dans la guerre, il y a la santé. Dans la guerre, il y a l'éducation. Parce qu'il faut former les gens. Il y a tout un ensemble de choses. Donc, c'est dans ce moule cohérent qu'il faudra faire. Il ne faut pas recruter les gens seulement pour les former en 2 semaines pour dire que allez-y faire. Ça doit s'inscrire dans une philosophie de défense de la nation. Et là, ça va aller au-delà même des frontières pour défendre même les institutions. C'est dans ce sens que nous parlons de guerre populaire généralisée. D'accord. Alors pour la question électorale qui fait partie également de l'agenda de la transition, le Premier ministre a dit que lui, pour le moment, il ne peut pas le faire parce qu'il y a des raisons sécuritaires. Il y a 65% du territoire qu'il maîtrise selon ce qu'il a donné comme information. Alors que sur cette question, les uns et les autres disent qu'il faut aller, il ne faut pas aller. Au niveau de la classe politique, quel est, comment on appelle ça, le regard de la classe politique sur ça? Non, on va simplement inviter, je ne parlerai pas du Premier ministre, mais on va simplement inviter les responsables de la transition à souvent regarder un peu la charte de la transition. L'article 21 parle clairement du temps que les élections doivent prendre. Mais mais il y a à l'intérieur ce qu'on appelait le compromis dynamique qui avait été obtenu avec la CEDEAO, qui dit si les conditions sont réunies, on organise avant. Si elles ne sont pas réunies, on peut repousser. J'en venais, parce que déjà l'article 21 qui le dit, qui donne le temps, donc techniquement ça doit être en fin juin, donc ça veut dire que tout au plus en juillet, qu'on doit organiser en juillet 2024. Et ce compromis avait été trouvé avec la CEDEAO, ce qui veut dire que techniquement, on devait avoir un comité de suivi avec un certain nombre d'indicateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces indicateurs ont été formulés et sont atteints ou pas? Je pense que de façon encore dans une perspective de réunir tout le monde, on devait pouvoir respecter la charte. Parce que la charte, ce sont des faits tiers qui se sont retrouvés pour l'adopter. Moi, je me dirais plus à dire que non, aujourd'hui, la charte dit qu'il faut le faire. Nous sommes prêts pour le faire. Maintenant, si objectivement on a des difficultés à le faire, on est obligé encore d'interroger le peuple et c'est le peuple qui va dire est-ce qu'il faut le faire ou bien ne pas le faire. Mais on ne se lève pas pour dire que non, on n'a pas encore la sécurité. Bon, ça me paraît un peu contradictoire parce que c'est quand même 65% de la population, 65% du territoire qui est actuellement contrôlé, c'est déjà important. Donc je crois qu'il faut être prudent dans ce cas de figure-là. Et toute grande décision doit pouvoir venir du peuple. C'est ce que je pense, parce que la charte fait partie intégrante de la Constitution et donc a défini un certain nombre de choses. Ça veut dire que si on doit le faire, ce n'est pas un député, soit-il président de l'Assemblée, ou bien un ministre, soit-il Premier ministre, ou même un chef de la transition qui doit le dire parce qu'il y a un document qui est là. Donc il faut
revoir, est-ce qu'il faut organiser des assises pour pouvoir interroger le peuple à nouveau? Ça, c'est autre chose. Alors, le reproche qui a fait aux hommes politiques, c'est que vous êtes pressés d'aller aux élections parce que vous êtes pressés de retrouver vos privilèges perdus. Qu'en répondez-vous? Je vais répondre à deux niveaux. D'abord, il ne faut pas penser que les élections, c'est juste un jeu d'enfant. C'est quand tout est bien qu'il faut aller danser, ainsi de suite. Les élections font partie intégrante de la vie d'un peuple, quelle que soit la forme d'élection. Que ce soit sous forme de démocratie populaire ou bien de démocratie de type libéral. Démocratie populaire, par exemple, pendant la Révolution, il y avait des élections. Et comment les gens étaient désignés, on a nié les gens, on demandait est-ce qu'un tel il n'a pas volé, et ainsi de suite, il fallait, et même l'âge était calibré, et ainsi de suite. Donc, je vais dire que ça soit sous forme populaire ou bien que ça soit sous forme de type libéral, il faut forcément arriver à un moment donné à pouvoir désigner légitimement les gens. Mais ça, c'est un coup d'État qui n'est pas une insurrection populaire, puisqu'ils ont refusé même que ça soit une insurrection populaire. Donc, du coup, souffrez que d'autres ne soient pas contents que ça puisse se faire. Ça, c'est le premier niveau. Ben, le deuxième niveau, donc, c'est pour dire que, bien sûr, il faut forcément qu'il y ait des élections. Ça va aider le Burkina, aussi bien vis-à-vis à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que ce n'est pas la première fois que le Burkina a conduit une transition. Bon, deuxièmement, je ne pense pas que les hommes politiques sont aussi pressés ou dirais-je sont prêts à marcher sur les principes pour aller à des élections. Pour faire quoi? Je crois que quand vous parlez ça, c'est comme si vous reposez la même question comme d'autres qui pensent qu'il y a d'autres qui sont des patriotes et puis d'autres des apatrides. Non, je crois que les hommes politiques font partie de vos frères, de vos pères, et ils sont très bien organisés parce qu'ils ont des ramifications un peu partout et ce sont des porte-voix aussi d'une certaine opinion. D'accord. Alors, vous avez été reçu, une délégation des partis politiques a été reçue par le chef de l'État. Excusez-moi, lors de son adresse au Burkinabé, à travers le grand oral, il a dit qu'il demande également de la sincérité. Est-ce que vous n'êtes pas sincère vis-à-vis de la transition actuelle, vous les hommes politiques? Ça aussi, ça a été maladroit. Pourquoi maladroit? Pourquoi maladroit? Vous savez très bien que le porte-parole des partis politiques a bien dit que nous sommes venus pour soutenir la transition. Oui, ça a été clairement dit. Ça, c'est juste pour rassurer que ce qui a été discuté entre eux et puis le chef de l'État, c'est surtout des affaires qui touchent la nation et que nous avons la même vision. Sinon, ils ne se sont pas levés, se retrouver pour dire que allons-y dire qu'on va les soutenir. Non. Il y a eu un travail de préparation, il y a eu un travail de dossiers qui ont été examinés. Minutieusement. Donc, ce n'est pas un seul mot pour dire que nous sommes venus pour vous féliciter et puis dire que nous allons vous soutenir. Et donc, quelqu'un aussi sort et dit qu'ils ont dit qu'ils sont venus me soutenir. Donc, on pense qu'ils sont sincères. Non. Il y a été des discussions. Et à l'occasion de cette rencontre, le chef de l'État même a été, en tout cas, très enthousiasmé de pouvoir rencontrer la classe politique pour l'expliquer une fois de plus la situation sécuritaire du pays, des difficultés qu'ils avaient par rapport avant l'avènement du MPSR2, les difficultés qu'on avait à pouvoir acquérir des armes. Et ça a été l'occasion du chef de l'État de discuter directement et avec la classe politique sur les problèmes. Et la classe politique aussi, ça a été l'occasion pour elle de pouvoir parler directement des problèmes et à même demander à ce qu'on lève la suspension. Donc ça veut dire que ça a été vraiment sincère. Oui, c'est la question de lever de la suspension de vos activités, parce que même le bureau politique national ne peut pas se tenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui a été dit, puisque de toute façon, compte rendu a été rendu à tous les partis, je ne faisais pas partie de la délégation, mais je me fie au compte rendu qui a été rendu par notre représentant, puisque en tant qu'UNIR MPS, nous faisons partie de la composante ex-APMP. Donc, sur la base de ce compte rendu, il n'a pas trop abordé la question du calendrier parce qu'il a dit en substance qu'ils sont prêts à organiser des élections
Mais aujourd'hui, il y a des difficultés de pouvoir les organiser à partir du moment où nous sommes dans une série de coups d'État. Donc l'armée n'est pas aussi stable pour qu'on puisse lever la suspension des activités et puis organiser organiser des élections. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, par rapport aux activités des partis politiques, il a dit que c'est mieux qu'on puisse pouvoir se patienter parce que les Burkinabés n'ont pas la même compréhension d'abord par rapport aux activités. On peut risquer même que d'autres viennent perturber les activités des partis politiques. Et il a fini par dire que bientôt il y aura des cas de concertation. Donc, pour dire que, en parlant de sincérité, je ne pense pas qu'on puisse douter des gens qui se sont retrouvés, deux partis, je vais parler des composants des partis politiques et puis les responsables de la transition qui discutent, et puis après on dit que non, mais on espère qu'ils seront sincères. Bon, je pense que si de sincérité en sincérité, on peut peut-être après se questionner. Donc je crois qu'il faut plutôt travailler à la synergie d'action tant clamée par les Burkinabés. D'accord. Alors nous avions écouté un audio du professeur Abdoulaye Souma que on n'a pas pouvoir relayer ici, mais qui dit que si on ne pourra pas organiser les élections à bonne date, il y a nécessité de réorienter la transition, d'ouvrir la transition à d'autres forces, aux forces vives dûment décelées par le Conseil constitutionnel burkinabé pour qu'il y ait une réorganisation de la ligne pour aller naturellement vers les élections. Mais en attendant, si on ne pourrait pas les organiser à bonne date, il y a nécessité de revoir la configuration au sommet de l'État. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'avis avec lui ou bien vous avez une autre proposition? Non, ça montre déjà que le professeur Abdoulaye Souma, je suppose que il a parlé en tant qu'homme politique, donc en tant que représentant de l'ONA. Et oui, ça dans la signature, il a dit ses fonctions à l'université, il est député et il a dit président du Soleil d'Avenir. Donc certainement, il a parlé en son nom propre. Donc, mais, non, pas à son nom propre, en tant qu'homme politique. Donc ça veut dire déjà qu'il adhère à la posture du Front patriotique qui estime qu'il faut convoquer des assises pour que nous puissions mettre en place une transition légitime et souveraine. Parce que la transition légitime et souveraine qui regroupe toutes les intelligences, les sensibilités burkinabées, ces fêtières, ça permet de nous assumer. Ça permet de nous assumer parce que l'avantage, c'est quoi? L'avantage est que quand le peuple est uni, même nos partenaires vont dire que même s'ils vont dans le trou, puisqu'ils se sont entendus pour aller dans le trou, ça veut dire qu'ils ont des raisons pourquoi ils veulent le faire. Mais si c'est une partie qui pense être plus éclairée que l'autre, ça veut dire que ça donne plus de difficultés à pouvoir le faire. Et toutes les questions sont sujets à débat en ce moment. Par contre, quand on est unis, on forme un front et on est fort. Je ne dis pas de s'entendre, mais on doit s'unir. C'est différent. D'accord. Alors sur la question des réformes, il y a la nouvelle constitution qui a été annoncée. Alors le Burkina doit aller vers quel type de régime? Bon, parce qu'on est dans un régime hybride actuellement, on ne sait pas si c'est présidentiel, c'est semi-présidentiel, c'est parlementaire ou pas. Alors quel pourrait être le meilleur régime? Je vais encore vous décevoir parce que on ne sait pas qu'il y a une constitution qui est en révision. Ça a été annoncé que la Constitution va être révisée. Même le Premier ministre, dans son discours devant la représentation nationale, a dit que même les COVED vont contribuer à la rédaction d'une nouvelle Constitution qui réponde aux valeurs culturelles burkinabées. Donc aucune commission, aucune consultation n'a d'abord été faite? Bon, en tout cas, à mon sens, oui. En tout cas, à mon sens, je n'en ai pas encore entendu parler, oui. D'accord. Parce que le Burkina est une savane, puisqu'on a vu que le président de l'ALT a écrit directement au gouverneur, si je ne me trompe pas, pour leur demander d'organiser des assises dans les 45 provinces sous la conduite du gouverneur par rapport à un certain nombre de réformes. Ah, le président de l'ALT. Le président de l'ALT. Si c'est vraiment ça, c'est que là encore c'est maladroit. Parce que dans un état normal, le président de l'ALT ne peut pas écrire à un gouverneur. Il écrit au Premier ministre qui instruit au gouverneur.
Bon, en tant qu'ancien député, en tout cas, c'est la pratique normale. Bon, peut-être qu'il y a eu d'autres mécanismes qui ont été révisés par la suite, mais en tout cas, je vais dire que qu'on parte directement à la base, ou bien qu'on s'appuie sur les fêtières, pour moi, il faut en tout cas réfléchir beaucoup par rapport à ça, parce que si c'est la Constitution, moi à mon niveau, et à notre niveau, parce que pour nous, effectivement, l'État burkinabé doit être refondé. Et refonder l'État burkinabé veut dire qu'il faut aller directement au niveau de la Constitution, parce que c'est le semblant de pacte d'abord qui réunit le Burkinabé, mais c'est un pacte fait, puisque ce n'est pas une constitution qui a été rédigée sur la base d'un certain nombre de réalités burkinabées. Le Front patriotique a eu à susciter des séminaires, et les Burkinabés ont dit que, par exemple, il y a eu plusieurs échanges dans ce sens-là, et ça a été montré clairement que le pacte républicain tant suscité n'est pas encore là pour permettre aux Burkinabés de vivre à l'unisson. Donc, naturellement, c'est le soubassement profond pour pouvoir refonder l'État burkinabé. Donc, par ricochet, son administration, son armée, et même organiser politique, le monde politique et économique, pour pouvoir être efficace et s'inscrire dans un processus de développement, doit effectivement passer par la Constitution. Mais cela doit aussi s'inscrire dans une dynamique qui doit tenir compte de tous les Burkinabés. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre où toute personne devait pouvoir compter. J'ai l'habitude de dire que quand un problème rentre dans une famille, chacun a son rôle à jouer. Qu'on soit bonne, qu'on soit enfant, qu'on soit femme, qu'on soit gardien, chacun a son rôle à jouer. Mais le chef de famille ne peut pas dire à tout le monde, vous laissez, moi seul je vais combattre ça. Il peut avoir des difficultés. Donc il peut avoir des difficultés. Nous partons vers la fin de cette émission, mais il y a aussi que l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zirek, qui est par ailleurs le président d'honneur de votre parti politique, a été déchargé du mandat d'arrêt qui pèse sur sa personne par le tribunal militaire. Naturellement, une information qui vous réjouit. Bien sûr. On a même fait une déclaration pour non seulement féliciter le camarade, c'est un ancien président d'honneur, parce que compte tenu d'un certain nombre d'engagements, il s'est déchargé. Voilà, mais ça reste un militant du parti et qui a pu tenir et qui s'est inscrit dans une persévérance et dans une patience pour que le droit soit dit. Il avait toujours clamé que son dossier est vide. Et fort heureusement, aujourd'hui, la justice burkinabé lui donne raison. Et nous avons profité par ricochet pour féliciter cette justice burkinabé qui, après avoir dit le droit sur le dossier de Thomas Sankara, a aussi dit le droit à ce niveau. Et je pense qu'on doit pouvoir s'inscrire dans cette dynamique de pouvoir construire des institutions fortes. Donc, c'est vrai que c'est la première étape du procès. En attendant que le parquet puisse faire appel ou pas, mais déjà c'est une victoire d'étape assez importante et qui mérite que l'UNIL puisse s'exprimer, et nous nous sommes exprimés là-dessus. Est-ce qu'il pourrait rentrer? Ça va maintenant dépendre de lui, parce que c'est vrai que c'est un homme politique, mais ça fait depuis 2016 quand même et qu'il est là-bas. Ça fait pratiquement 7 ans qu'il a eu à construire sa famille là-bas, parce qu'il est là-bas avec sa femme et ses enfants, tout ça. Donc, avant tout, c'est un chef de famille qui est là-bas depuis près de 7 ans. Donc, c'est à lui de pouvoir saisir l'opportunité. Et il a montré qu'on n'a pas besoin forcément d'être à Ouagadougou pour pouvoir contribuer à résoudre le problème que nous faisons tous. L'envisagez-vous comme candidat? Ça, c'est pas l'ordre du jour. Parce que les partis politiques ne peuvent même pas se réunir, donc ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que vous ne vous parlez pas au niveau des partis politiques. Non, mais pour pouvoir aborder ces questions, c'est-à-dire que même en temps normal de la vie d'un parti, on ne parle pas de candidat en dehors d'un congrès. N'en parlons pas que nous sommes même en temps anormal, parce qu'il faut arriver même à faire le minimum d'activité
pour pouvoir, parce que nous avons le directoire national, nous avons le secrétaire exécutif national, nous avons le bureau politique national, il y a tout un ensemble d'instances. Donc ce n'est pas ma modeste personne qui peut s'asseoir et dire que voilà, on l'envisage comme un candidat. Je vais dire que l'UNIR MPS aujourd'hui en tout cas est une force assez importante. Quand je dis force, ce n'est pas les muscles, c'est des idées, c'est des intellectuels, c'est des hommes politiques qui ont pu servir l'État burkinabé à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la diplomatie, que ce soit au niveau des ministères, des députés, de la législation, ainsi de suite. Et donc qui regorge un certain nombre de cadres. Et donc, pour nous, à tout moment, on peut pouvoir proposer nos contributions. Donc, on ne parlera pas de candidature aujourd'hui. Vous ne parlerez pas de candidature aujourd'hui, certainement à une autre fois, parce que c'est aussi la fin de cette émission. Et nous vous disons merci d'être venus. Madame, Messieurs, nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la radio et à la télévision. Et nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. D'ici là, portez-vous bien.